Vous m'entendez bien? Jonathan Paquin, bonjour. Jonathan Paquin, le directeur du réseau d'analyse stratégique et directeur de l'École supérieure d'études internationales ici à l'Université Laval, à Québec. Avant de vous présenter les panélistes de cette première table de discussion, permettez-moi rapidement de rappeler que Québec est une ville euh, militaire. C'est une ancienne ville de garnison. Qu'il y a dans la grande région de Québec environ 9000 militaires dans les forces régulières, dans la réserve. Nous avons bien sûr le Royal 22e Régiment, la brigade, la 35e brigade de réservistes, est très importante au Québec et au Canada. Oui, s'il vous plaît, merci. Euh, Nous avons aussi des forces navales et Québec a été longtemps, en fait, a été à un certain moment, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, l'hôte de grandes conférences qui ont marqué le cours de la Deuxième Guerre mondiale, les deux conférences de Québec, celle de 1943 et celle de 1944. Et au cours de la seconde, les Alliés ont pris la décision, en fait plusieurs décisions, mais l'une d'entre elles a été d'autoriser de manière définitive le débarquement en Normandie qui a eu lieu donc en juin 1944. Donc, Québec a été l'hôte de grands événements au fil de l'histoire. Et j'espère que cette conférence de Québec d'aujourd'hui pourra peut-être pas, n'aura peut-être pas l'impact de celle de 44, mais sait-on jamais. Donc, j'ai bien hâte d'entendre nos conférenciers. Sur ce, je dois accélérer parce que nous avons débuté avec un peu de retard. L'objectif, c'est de respecter l'horaire. Dans un monde idéal, nous pourrions terminer vers 10h50 environ, une pause de 10 minutes, et puis le deuxième panel pourrait débuter à 11h. Donc, je présente tout de suite les intervenants, donc dans l'ordre. D'abord, Jean Crombois. Bonjour, Jean. Jean est maître de conférences en politique européenne à l'Université américaine en Bulgarie. Sa présentation pour titre Les dilemmes du partage et transfert du fardeau au sein de l'Alliance Atlantique. Sa présentation sera suivie de celle de Anessa Kimball, qui est membre du corps professoral en sciences politiques à l'Université Laval et responsable de la direction du Canadian Defence and Security Network, et de Maxime Filaire, qui est doctorant en sciences politiques à l'Université Laval et chercheur émergent au réseau d'analyse stratégique. Et enfin, Renaud Bellet, j'espère que la prononciation est bonne, qui est conseiller institutionnel du CEO de MBDA. Alors, il faudra peut-être nous expliquer, nous, Québécois, ce que sont ces acronymes, et chercheur associé à l'ANSA, Bretagne, et à l'Université Grenoble-Alpes. Vous aurez chacun 15 minutes pour vos présentations et ce sera suivi d'une courte période d'échange avec les gens en salle et à distance. Sans plus attendre, Jean, la parole est à toi. Ah oui, ça. Ok, bonjour à tous. Merci encore à l'équipe du Rubicon, à Jonathan, à Justin. C'est un plaisir de revenir ici, la deuxième fois au Québec, pas ici à la ville de Québec, mais on avait un très bon colloque qui a été mentionné au mois d'avril à Montréal. Donc oui, l'idée de la présentation, c'est une présentation un peu générale, qui suivra un peu les présentations un peu plus spécifiques de mes collègues sur les notions de partage, de transfert et de fardeau, de transfert de fardeau au sein de l'OTAN, en me concentrant sur les petits pays du flot oriental de l'Alliance Atlantique, qui sont la Bulgarie, l'Estonie et la Tchéquie. Et je vais un peu expliquer pourquoi je m'intéresse à ces petits pays en particulier. Donc, les points principaux. Ah non, c'était l'autre sens. Il faut pointer. Voilà. Euh, c'est bizarre. OK. Donc, je vais un peu revenir sur les notions de partage de fardeau et de transfert de fardeau, un peu parler des approches théoriques possibles, ces concepts. C'est vraiment il prend l'air de lui. Aussi, parce que je pense que c'est important que cette discussion est partie d'une plus grande discussion qui essaie de l'avenir de l'Alliance Atlantique. Il y a plusieurs scénarios qui sont entremêlés pour l'instant. Et ce qui s'est passé récemment en Groenland aussi nourrit ces discussions. Et après, je me concentrerai sur les réponses de ces petits pays de front oriental, Tchéquie, Bulgarie et Estonie, notamment au niveau de leur vue sur l'autonomie stratégique et enfin sur leur participation dans les programmes de coopération au niveau défense et industrie à l'échelle de l'Union européenne. Alors très rapidement sur
Ah oui, ça vous permet. OK, merci. Voilà. Donc, sur les concepts, ce qui est important, c'est comme vous le savez, avec la seconde administration Trump 2.0, il y a eu un glissement des discussions et des débats au sein de l'Alliance Atlantique, de la notion de partage de fardeau à un nouveau concept de transfert de fardeau. Hein. C'est mentionné dans la stratégie nationale, la stratégie de sécurité nationale américaine qui a été publiée récemment, sans en détailler les modalités, mais en tout cas, il est explicitement mentionné que les alliés devraient prendre de plus grandes responsabilités pour leur défense. Et ce sera sans doute confirmé dans la revue de posture globale qui devrait être publiée dans les prochaines semaines, prochains mois, qui sans doute inclura des annonces de retrait de troupes d'Europe pour les redéployer sur d'autres théâtres d'opération. Euh, donc, le partage de fardeau, le concept est assez simple. C'est un peu de rééquilibrer les contributions des différents États membres de l'Alliance Atlantique pour leur défense et pour leur sécurité. C'est pas un débat nouveau au niveau de l'Alliance, c'est un débat assez ancien qui a certainement pris une nouvelle dimension après la première élection de Trump à la présidence. Et maintenant, comme je l'ai dit, il y a un nouveau concept qui s'est installé dans ces discussions, qui est plus un concept de partage, mais un concept de transfert, et qui implique beaucoup plus qu'un simple partage de contributions, mais qui implique la mise en œuvre, la mise en place de capacités militaires au niveau de l'Europe, qui permettra aux Européens d'assumer une responsabilité première pour leur défense. Donc, c'est tout ce qu'au niveau armement, mais aussi au niveau renseignement, au niveau communication, au niveau cyber. La liste est assez longue. OK. Alors, au niveau des approches théoriques possibles, moi, j'ai décidé d'adopter l'approche de Snyder sur les alliances et sur les dilemmes entre le risque de la crainte d'un abandon des alliés et celui d'être pris au piège par ces mêmes alliés. Hein. Donc, l'idée, c'est pour être sûr que mes alliés me supportent, je vais créer une dépendance vis-à-vis d'eux. Mais en même temps, je limite mes options au niveau stratégique parce qu'en fait, je dois les suivre et ça pourrait aller à une situation extrême où je serais rentré dans un conflit que je ne veux pas, mais qui m'est imposé par mes alliés. J'espère que j'ai bien expliqué. Okay. Donc, ça implique un certain nombre de vulnérabilités au niveau de ces alliés. Et pour les petits États d'Europe centrale et de l'Est, de manière plus concrète, ces pays vivent dans la crainte d'un désengagement américain qui les a conduits à adopter une logique de forte dépendance vis-à-vis de Washington, tout en réduisant leur capacité d'influence sur les priorités américaines, mais également qui ont limité leurs options stratégiques. Hein, j'étais assez désagréablement surpris, par exemple, de voir que la Bulgarie avait rejoint le Conseil de la paix de M. Trump. Donc, c'est vraiment cet exemple qu'on suit les États-Unis, alors qu'en fait, la position officielle ou officieuse de l'Union européenne, c'est de ne pas contribuer à ce Conseil de la paix. C'est un peu ce qui a été mentionné. Donc, comme l'a souligné la Chris Raï, qui est en charge de l'Institut estonien des relations internationales, elle a très bien mentionné ça. Il y a une certaine réticence dans les pays du flanc oriental à évoquer un transfert de charges, pas craindre que de parler de l'objectif de l'Europe de reprendre les engagements des États-Unis n'encourage ces derniers à précipiter leur retrait d'Europe centrale et de l'Est. Donc, cela s'inscrit bien sûr dans les 4 scénarios sur l'avenir de l'OTAN. Et là, je fais référence à un article de Camille Grant, qui est l'ancien secrétaire général adjoint de l'Alliance Atlantique, qui avait rédigé un article en 2024, publié dans la revue Commentaires, dans laquelle il aborde quatre hypothèses de scénarios possibles sur l'avenir de l'OTAN à l'aune de Trump 2.0. Donc, premier scénario, c'est une transition organisée vers une OTAN plus européenne, une alliance plus européenne. Second scénario, c'est un retrait américain qui serait un peu plus chaotique et progressif. Troisième scénario, un désengagement stratégique complet des États-Unis. Et quatrième scénario, celui du pire, serait celui d'une dégradation profonde des relations transatlantiques avec un possible antagonisme entre les États-Unis et les pays européens de l'Alliance Atlantique. On fait référence à ce qui s'est passé sur le Groenland, qui était un peu
une première idée de ce que le scénario 3 ou 4 pourrait éventuellement consister au niveau de cette dégradation. Pour Camille Grant, à l'époque de sa publication de 2024, il pensait que les scénarios les plus probables étaient les scénarios 1 et 2 et certainement pas les scénarios 3 et 4. Dans le contexte de Groenland, on glisse un peu vers les scénarios 3 et 4, même si il y a eu un pas de côté qui était fait par Trump et les choses, apparemment, seraient en train de se résoudre, au moins à court terme. Je dois aller vite. Donc, première discussion au niveau de l'autonomie stratégique, concept à la définition fluctuante, comme vous le savez. Mais en tous les cas, en ce qui concerne les pays du flanc oriental, ils ont accueilli ce concept avec à la fois de fortes réserves, comme un pays comme l'Estonie, ou alors une certaine indifférence, comme des pays comme la Tchéquie et comme la Bulgarie. Je crois qu'il est quand même important, et c'est juste pour l'importance de ces pays d'Europe centrale et de l'Est, c'est que trop souvent, et je parle en tant que Belge vivant en Bulgarie, les discussions sur la défense européenne sont souvent vues depuis Bruxelles, depuis Paris, avec des concepts très ambitieux, et les gens ne se doutent pas de la façon dont ces concepts sont reçus et sont discutés dans des réalités tout à fait différentes qui sont les réalités de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. Hein. C'est un autre monde, c'est tout à fait un autre monde. Okay. Donc, il faut pas, parfois, il y a une espèce de tendance de prendre les choses comme étant sûres et certaines que ces pays vont suivre automatiquement. Non, non. Hein, il y a des réticences, il y a une réserve et aussi une certaine indifférence. Euh, Ces réticences et indifférences portent plus sur les aspects politiques de l'autonomie stratégique que sur les aspects opérationnels. Je vais dire, en fait, un des arguments principaux, c'est de dire que ces pays, en fait, seraient en faveur de ce concept, dans la mesure où ils stimuleraient la production d'armement au niveau européen, les défenses, au niveau budget de défense, dans le but de renforcer le pilier européen de l'Alliance atlantique. Mais certainement pas pour conduire à des politiques autonomes et indépendantes des États-Unis. OK? Au niveau de la coopération européenne en matière de défense et d'armement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quand même une petite dichotomie entre cette réticence politique vis-à-vis de l'autonomie stratégique et le certain dynamisme dont font preuve ces petits pays d'Europe centrale et de l'Est dans la coopération industrielle et dans les programmes d'armement au niveau de l'Union européenne. Ces pays ont augmenté de manière assez spectaculaire leur budget de défense, de sécurité, l'Estonie en premier lieu, mais les autres pays ont aussi de manière un peu plus modeste. Là, je vois, en fait, c'est les différents projets PESCO, hein, cette coopération permanente structurée, oui, qui était au sein de l'Union européenne, qui consiste à stimuler les pays européens à avoir des projets communs en matière de défense et de sécurité. Et en fait, comme on peut voir, l'Estonie, petit pays, est en fait une nation leader dans plus de 7 projets, ce qui quand même, comparé à la taille du pays, est quand même assez spectaculaire. Et elle est assez dynamique dans d'autres projets. Tout la Tchéquie, aussi la Bulgarie, aussi, mais c'est quand même un certain dynamisme qui est là présent. Quand je mentionne pays, ce ne sont pas des pays au niveau de politique nationale, ce sont des sociétés, des compagnies, des sociétés de ces pays-là, mais qui sont dans le cas estonien et qui sont fortement encouragées par les autorités nationales. Hein. Donc, il y a vraiment une symbiose au niveau estonien entre les entreprises de défense et les autorités publiques. Cette symbiose est beaucoup moins visible dans le cas tchèque et dans le cas bulgare, mais je n'ai pas le temps d'en parler ici. Hop, je vais... Ça marche plus. Voilà. Donc, c'est dans l'autre sens. OK. Alors, au niveau d'achat d'armement, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est l'impact négatif que la guerre en Ukraine a eu sur les projets PESCO. En fait, depuis la guerre en Ukraine, les projets PESCO, beaucoup ont été abandonnés. Il y a le projet Eurodrone, par exemple. La France s'est retirée, l'Allemagne s'est retirée. Il y a eu moins de projets qui ont été rentrés après 2022. En manière d'acquisition d'armement, il y a eu une progression d'achat d'armes de pays en dehors de l'Union européenne par rapport aux pays de l'Union européenne. Au niveau des pays d'Europe centrale et de l'Est, encore un peu de temps, Jonathan? Oui, OK. Au niveau d'Europe centrale et de l'Est, 3 facteurs contribuent à cette tendance. Un, c'est le renforcement de leur coopération bilatérale
avec les États-Unis, les accords bilatéraux qui ont été signés, qui ont été renouvelés, qui ont été renforcés entre ces pays, les États-Unis, qui ont aussi inclus des financements pour l'achat d'armement. Il y a aussi une raison pragmatique, qui est la plus grande disponibilité d'équipements qui sont proposés par les partenaires extra-européens. Et enfin, il y a la volonté de ces pays de négocier des accords compensatoires qui sont parfois plus faciles à négocier des pays tiers que des pays au sein de l'Union européenne. Et ces pays, en fait, utilisent l'article 346 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui est en fait un article qui date du traité de Rome de 1957, qui en fait autorise les États membres à ne pas divulguer des informations sur leurs achats en matière de sécurité et de défense pour des raisons de sécurité nationale. Donc, voilà. Donc, ça, je vais... Hop, hop. En conclusion, là, je vais finir. Donc, on a en fait une certaine convergence de stratégie entre ces trois pays qui privilégie pour l'instant une logique de partage de fardeau sur une logique de transfert de fardeau assez clairement au niveau de ces trois pays. Ces trois pays aussi cherchent à rassurer le principal allié, les États-Unis, de leur loyauté et leur engagement. Et ça, à mon avis, ça va se renforcer. Et le grand danger pour l'instant, c'est que l'Ouest va se diviser entre un Ouest trumpien et un Ouest Union européenne. Et ces pays de centrale de l'Est seront un peu pris entre les deux. Et il sera intéressant de voir de quelle manière ils vont s'ajuster par rapport à cette nouvelle réalité. Il y a un véritable défi pour ces pays de concilier cette nécessité d'une plus grande prise de responsabilité européenne et de défense qui va être imposée par le retrait américain de toute façon et la préservation du soutien américain. Et en fait, pour l'instant, la stratégie demeure essentiellement une stratégie de court terme et repose pratiquement entièrement sur un seul scénario. C'est un scénario d'une alliance atlantique qui bénéficie et qui est toujours soutenue par les États-Unis. Donc, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas d'autre scénario qui est envisagé pour l'instant au niveau de ces pays-là. Merci pour votre attention. Merci, Jean Crombois. La parole est maintenant à professeur Anessa Kimball et à Maxime Filaire. Oui, c'est un peu... Non, c'est à droite et à gauche. Et je rappelle que vous avez 15 minutes. Merci, professeur Paquin. Donc, bonjour à tous. Juste pour une petite précision, je suis au doctorat en études internationales et non en sciences politiques, donc à l'ESCI, sous la direction du professeur Paquin ici en tant que directeur de l'ESCI et sous la direction de professeur Kimball, qui m'a invité dans ce colloque à travailler avec elle sur ce projet qui est avant partage ou transfert, comprendre les fardeaux d'OTAN en matière de police du ciel, et on va examiner le cas critique de transfert de fardeaux dans la région de la Baltique. Donc rapidement pour le contexte des missions de police du ciel de l'OTAN, il faut rappeler qu'il y a plusieurs polices du ciel présents dans le cadre des missions de l'OTAN, et notamment donc celle qui nous intéresse, la Baltic Air Policing, qui notamment couvre les pays de Balte, qu'on rappelle Estonie, Lettonie et Lituanie. Cette mission, c'est une mission uniquement à but défensif, capacité d'alerte de réaction rapide pour la défense aérienne, qui sert à dissuader les potentielles menaces, et l'objectif reste de ce type de mission d'assurer un seul standard pour la sécurité à travers l'espace européen de l'OTAN. Et donc pour faire un rapide contexte historique pour ces pays-là, donc en 1991, évidemment, ces pays se libèrent du communisme et du soviétisme et donc prennent leur indépendance par rapport à l'Union soviétique. En 1994, ils rejoignent le partenariat pour la paix de l'OTAN. En 2002, il y a un engagement de l'OTAN à Prague concernant la police du ciel et notamment les Baltes qui font partie des 7 États qui sont officiellement invités par l'OTAN. Puis en 2004, ils font partie de la cohorte d'États qui rejoignent officiellement l'Alliance. Et en 2024, on a célébré ou fêté les 20 ans de la mission Baltic Air Policing. Un contexte stratégique aussi. Depuis l'installation de la BAP, les capacités en matière de défense anti-aérienne ont beaucoup évolué, que ce soit du côté de l'OTAN, mais aussi du côté de la menace principale dans la région, qui est évidemment la Russie. Et on fait face aujourd'hui à des systèmes de défense anti-aérienne qui sont bien plus performants que ce qu'on avait pu avoir en 2004.
Et les dernières données, comme on peut voir sur cette carte du Center for Strategic International Studies, on peut voir qu'il y a une presque saturation des moyens de défense antiaérienne, que ce soit côté OTAN et côté Russie, et notamment dans la région baltique. Le problème qu'on a pu identifier, c'est que cette mission-là n'a pas réellement changé depuis 20 ans. On est resté sur le même modèle, donc il y a beaucoup d'enjeux qui se posent. Comme vous savez, dans les derniers mois, il y a eu des incursions russes, que ce soit des avions de combat ou des drones, qui ont lieu soit dans les États baltes, soit en Pologne, à côté. Et donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette mission de Baltic Air Policing est encore vraiment dissuasive vis-à-vis des tentatives d'incursion russes dans la région? Donc, quand on parle aussi de l'OTAN et plus largement de la région d'Europe centrale et orientale, il y a quand même 14 États membres qui font partie de la libération post-communiste. Donc, comme on en a parlé, les anciens membres de l'Union soviétique. Vous avez aussi les anciens membres du pacte de Varsovie, dont la Hongrie ou la Pologne. Et puis, vous avez aussi, évidemment, des anciens membres de la Yougoslavie. Et le dernier qui a intégré l'OTAN avant la guerre en Ukraine, c'était évidemment la Macédoine du Nord en 2020. Donc, oh, c'est tactile. OK. Ouais. Donc, pour ce qui est du fardeau, quand on parle justement de partage de fardeau, il y a deux sujets notamment, et dans le cadre des missions de Air Policing, il y a deux sujets qu'on ne prend pas en compte, c'est qu'on parle peu ou pas des différences monétaires entre les États. Comme vous voyez, il y a un nombre assez important et conséquent d'États qui ont des monnaies très différentes, et ça peut avoir un impact sur les décisions de ces États-là à s'engager plus ou moins dans des missions, notamment quand il s'agit de chercher du financement pour ces missions. Et c'est ce qu'on a pu voir justement dans les travaux que le professeur Kimball avancera après tout à l'heure. Il y a un autre problème aussi qui est plus technique et logistique, c'est que, comme vous pouvez voir avec le graphique en dessous, vous avez une multiplication des moyens d'aviation qui sont utilisés dans les cadres des missions de police du ciel. Et c'est des avions de combat qui ne sont pas des mêmes générations, qui ne sont pas des mêmes fabricants. Et vous avez même aussi, pendant un moment, vous avez eu des avions de combat qui étaient de fabrication soviétique et qui se retrouvaient face, donc, potentiellement à même type d'avion. Ce qui complique évidemment ce qu'on appelle l'interopérabilité, que ce soit en logistique, maintenance, communication, etc. Donc cette étude sur la Baltic Air Policing, c'est un très bon cas d'analyse pour mieux comprendre les enjeux du partage de fardeau et du transfert de fardeau au sein de l'OTAN dans ses propres missions. Pour ce qui est de notre étude, les données récoltées sont sur 20 ans, donc de 2004 à 2024, avec jusqu'au premier quart même de 2025. Et ça concerne à peu près 17 alliés. Donc le nombre total de jours est consacré par chaque partenaire. On a pu collecter quel partenaire a participé combien de temps. Celui qui en a le plus participé, c'est l'Allemagne avec 1554 jours. Et le pays qui a le moins participé, c'est le Canada pour 122 jours, ce qui illustre aussi beaucoup de choses dont on discute ici au Canada, qui est la question de la crédibilité du gouvernement canadien au sein de l'OTAN parmi ses alliés. Puis on a identifié aussi 3 sous-groupes pour la Baltic Air Policing, 3 sous-groupes de contributeurs qui ont une moyenne à peu près de 725 jours par contributeur. Vous avez 5 alliés historiques de l'OTAN qui font aussi partie de l'Union européenne, dont l'Allemagne, la Belgique, la France et l'Espagne, qui ont contribué chacun à hauteur de moins 10% de la mission. Et vous avez 8 alliés historiques de l'OTAN qui ne sont pas membres de l'Union européenne, qui, eux, ont participé en moyenne à 538 jours. Puis j'ai juste fait une erreur concernant la Pologne, ce n'est pas sous les alliés historiques non membres de l'OTAN, mais c'est un autre cas différent encore, où la Pologne, elle aussi, a participé à hauteur de 10%. Et c'est un cas spécifique, puisque la Pologne a rejoint l'OTAN après la fin de la guerre froide. Et je vais laisser le professeur Kimball continuer. C'est celui, c'est le droit. L'autre droit. OK, le doigt, l'autre doigt. OK. Oui, c'est ça. Alors, comme c'est un projet que moi, j'ai commencé depuis quelques années, là, c'est sûr que les approches probablement le plus courant là, pour expliquer le partage de fardeau ou le transfert, c'est ce qu'on appelle Rational Institutional Design. Donc, comprend un peu comment les États vont faire face aux problèmes stratégiques par le dévi de comment ils vont collaborer ensemble. Tandis que
plus ou moins dans la littérature, les arguments qui dominent, c'est celui qui sont tirés de l'action collective. Et donc, ce qui nous intéresse beaucoup dans la police du ciel, c'est surtout ce qu'on appelle le seuil minimal. Mais il y a aussi des dynamiques particulières qu'on aurait pu identifier dans cette mission-là. Donc, du coup, ce qu'on a constaté, c'est par exemple, le Danemark va participer seulement lorsque les États-Unis vont participer. Le Royaume-Uni et les États-Unis vont alterner leur participation. Donc, il ne va jamais avoir un moment dans lequel vous allez voir les deux États en même temps dans la mission. Donc, déjà là, on était capable d'identifier qu'il y a quand même un rôle qui est un accord qui est pris peut-être de façon plus tacite dans la mission. Donc, je vous donne ici l'explication économiste du problème des parasites, ce qu'on appelle le free rider. Et donc, l'idée, c'est que lorsque les coûts sont plus grands que les bénéfices, la stratégie optimale dominante qui va résulter, c'est justement que les États vont décider de participer sans payer. Et donc, dans les biens publics, c'est sûr qu'on va identifier plusieurs types de biens publics. Celui qui nous intéresse avec la police du ciel, c'est les biens publics impurs avec l'exclusion, mais pas de rivalité. Et ce qu'on va constater, c'est que le fait qu'il n'y a pas de rivalité, ça va faire en sorte que la mission va être sous-fournie, va avoir un sous-provisionnement de la mission, plus ou moins, comme conseil général. Et une autre chose qui nous intéresse aussi dans ça, c'est que la façon par laquelle la police du ciel a été établie, ça ressemble aussi à un bien public transnational. Donc, ça veut dire que les frontières, ça n'existe pas là, dans les avions de combat là, quand ils font la mission. Donc, oui, donc d'après moi, c'est un peu entre les deux parce que c'est pas tout à fait public, mais c'est public au fait que ça bénéficie toute l'Europe. Donc, on est un peu entre ces deux cas. Mais tout ça, c'est du livre de Todd Sandler, Global Collective Action, qui est un livre très, très excellent là-dessus. Donc, pour mise à jour l'action collective, ce que Sandler fait, c'est surtout de mettre l'accent sur ce qu'on appelle les technologies d'agrégation. Donc, ce qu'on suppose souvent, c'est que chaque contribution va sommer, puis ce qu'on va voir quand la contribution totale, c'est la somme de tous les composants, plus ou moins. Mais en fait, il y a quand même des suppositions assez importantes qui sont dans ça, surtout l'idée, par exemple, que chaque contribution est pareille, là, est la même. Donc, on s'entend là-dessus. On a déjà démontré les avions dans lesquels il y a plusieurs types des avions de combat qui sont tout à fait équivalents dans les airs. Donc, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le fait que dans cette mission-là, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un seuil très clair qui émerge, mais aussi, il y a un côté de somme pondérée parce que les contributions peuvent avoir un effet différent et ceci soulève de l'idée que c'est des avions de multiples générations qui sont différents, mais c'est aussi au niveau de main-d'œuvre. C'est-à-dire que il y a certaines forces aériennes qui sont peut-être plus qualifiées, qui ont plus des aires de formation. Donc déjà là, par exemple, on constate que il y a une différence assez importante entre l'Hongrie puis le Danemark en ce qui est les aires de formation de pilotes sur l'F-35. Donc, c'est difficile d'expliquer pourquoi, autre que le fait que c'est très coûteuse de faire cette formation-là. Et donc, on observe que les États qui sont peut-être moins riches vont constater qu'ils ont moins besoin des aires de formation. Donc, encore là, ça soulève quand même c'est assez inquiétant là, du point de vue du club, là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ici, vous avez dans le colonne, dans le milieu, ce qu'on compare, c'est les biens publics impurs, mais aussi les biens de club. Et ce qu'on va voir, c'est que quand on va caractériser comme des biens de club, ce qu'on fait beaucoup avec le partage de fardeau au sein de l'OTAN, on va dire, c'est un approvisionnement efficace. Mais la réalité, c'est que non, on est dans le bien impur, puis ce qu'on voit, c'est le sous-approvisionnement, souvent. Donc, on nous donne des belles histoires, mais la réalité apparaît très, très différente. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne au niveau de... ce qu'on cherche à expliquer déjà, c'est le numéro de jours par État qui sont contribués à la mission. C'est des contrats qui sont pour des numéros de jours qui sont déterminés, mais ça peut que ça chevauche, par exemple, une année de l'autre.
Donc, ce n'est pas des contrats qui alignent sur le calendrier là, annuel. Donc, ça fait en sorte que c'était un peu difficile de point de vue analytique. Là. Donc, ça explique la raison pour laquelle on était allé vers l'analyse collée comparatif. Une autre chose qui nous intéresse, qu'on n'a pas vu dans la littérature, qui est une de nos contributions très importantes, c'est surtout l'idée de conceptualiser le risk loss. Donc, on a pris un terme en anglais, mais l'idée, c'est que lorsque les alliés ont des flottes aériennes qui sont plus modestes, ils vont avoir plus un potentiel d'avoir des pertes importantes lorsqu'ils vont contribuer à la mission. Et donc, d'après nous, on n'a jamais vu une analyse qui essaie d'intégrer justement une mesure de risk loss qui est comme ça. Ce que nous autres, on a fait, c'était littéralement, on était allé compter les flottes aériennes de chaque État qui contribue, puis voir ce qu'ils ont contribué à la mission. Donc, c'est vraiment un travail là, empirique des données assez important. Les autres phénomènes explanatoires qu'on va identifier, c'est surtout la distance. C'est très classique là, dans les études. Là. C'est surtout, on dit, c'est le loss of strength gradient. Donc, le plus loin qu'on est à la mission, le plus qu'on paye pour participer à la mission. Parce que c'est plus difficile de déplacer tout l'équipement. Puis, on parle des avions de chasse qui sont pas non plus qui sont assez dispendieux. Donc, une des raisons pour lesquelles peut-être le Canada n'a pas participé beaucoup, c'est parce que c'est plus coûteux pour le Canada. OK. Je vais aller vite. Donc, voici mes 4 propositions. Voici le tableau sommaire. Ce qui nous intéresse, c'est surtout l'idée que pour les États post-communistes, on voit qu'il y a une relation positive entre l'aversion aux pertes et leur participation. Donc, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on pense que l'aversion risk loss va avoir un effet négatif, et c'est vrai que pour les autres 2 groupes, là, mais pour ces États-là, c'est l'inverse. Donc, vous avez ici le modèle QCA dans lequel on identifie nos variables qui sont le plus importantes. Donc, on a le variable dépendant qui est les jours, la distance et l'aversion aux pertes. Et donc, ce que vous allez voir plus ou moins, c'est qu'on était capable de mettre d'identifier les chemins causales, comme on dit, combinatorial paths, pour plus que 80, c'était à peu près 87% de nos cas. Et donc là, c'est des chiffres, les gens qui ne connaissent pas, mais ça, c'est ce qui est intéressant. Ici, on met tous les états dans les chemins combinatoriales. Et donc, vous avez, en fait, nous expliquons tous les cas et on est capable aussi de prévoir, par exemple, la ligne dans laquelle qui va entrer, par exemple, la Suède, qui a contribué à l'année prochaine, qui a contribué en 2025. Et donc, voilà, est-ce qu'on... C'est ici qu'on transfère? OK. En 1 minute. Je vais y aller en 1 minute. Donc, pour la discussion des résultats, on a 3 résultats principaux. Qu'on considère que l'accès à l'euro, avec le fait que le fait que ce soit des alliés historiques de l'OTAN et de l'Union européenne, contribue davantage. Les alliés historiques de l'OTAN, mais qui ne sont pas membres de l'Union européenne, contribuent aussi à davantage. Et ce qu'on a constaté, c'est que les alliés post-communistes de l'Union européenne et de l'OTAN s'associent en fait entre eux pour faire face aux risques élevés de pertes. Et ils s'associent aussi avec les États moins éloignés afin de contribuer davantage ensemble. Donc ça, c'est une autre discussion des résultats, comme on en a pu parler tout à l'heure, des partenaires qui participaient le plus et qu'on avait divisé. Puis les 8 chemins, en fait, permettent d'expliquer la contribution de 95% des cas. Donc, conclusion, recommandation très très vite. C'est une mission qui manque de moyens, sachant qu'on a aussi créé l'European Century depuis peu pour mobiliser des moyens pour combler les lacunes. L'annexion de la Crimée, au final, dans ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une augmentation temporaire de partenaires, mais pas forcément de moyens militaires. Et ce fut très bref, d'ailleurs, dans le renforcement. Mais on a constaté que, par contre, l'Espagne avait contribué bien plus après 2014. Et aussi, certains pays ont transféré en fait, leurs ressources vers les présences multinationales de l'OTAN, dans l'idée, comme ce que peut faire le Canada en Lettonie. Et on a identifié une relation particulière entre les États-Unis et le Royaume-Uni, puisque en fait, chacun semblerait se répartir la charge. On n'a jamais les deux en même temps, donc on se demande est-ce qu'il y a eu un accord tacite non public entre Américains et Britanniques. C'était une des questions qu'on s'est posées. La preuve, du coup, ce cas est une preuve du transfert des alliés historiques de l'OTAN vers les alliés
communiste. Donc c'est un peu une illustration de ce qui peut se passer dans différents sujets. Donc la décision de transférer est influencée par la sensibilité au risque de perte, mais aussi par l'éloignement par rapport à la région. Et voilà, et on a constaté que ça pourrait être aussi très très intéressant de développer le même d'analyse sur les autres missions de police du ciel, mais aussi dans d'autres missions, que ce soit les missions maritimes ou terrestres, même si sur les missions terrestres, c'est plus compliqué parce que les données sont moins évidentes que ce qu'on peut avoir dans les missions du ciel. Et donc, merci pour votre attention. Ça a été sous le soutien du CRSH qui a accordé des fonds au RCDS, au CDSN. Et on remercie aussi le professeur Pernica, donc à l'université de Masaryk en République tchèque, qui nous a aidé à la récolte initiale des données sur la mission. Merci beaucoup. Merci, professeur Kimball et Maxime Filaire. Maxime, qui était en sciences politiques à la maîtrise, mais qui est maintenant à l'école au doctorat. J'ai été convaincu. Voilà. Très bien. Maintenant, la parole est à Renaud Bellet. Vous avez aussi 15 minutes. La parole est à vous. C'est où? Ah bah voilà. Il arrive. Je prends le micro également, ce sera peut-être plus commode. Bonjour à tous. Donc je vais expliquer un peu mon positionnement parce que moi je suis un peu aussi un être hybride ici. Donc moi je suis un économiste. Je suis économiste spécialisé sur la défense. Je travaille chez MBDA qui est le plus grand fabricant de missiles en Europe et qui est une filiale d'Airbus. Mais je suis aussi chercheur associé au CESIS à Grenoble, à l'Université de Grenoble-Alpes. Alors c'est plus, j'ai pas mis de costume, hein, contrairement à des grandes personnes ici, mais donc je suis plus le côté universitaire que le côté industriel. Mais bien sûr, les deux vont de pair dans un sujet puisque je travaille sur l'économie de l'armement et donc c'est dans ce cadre que j'interviens. Voilà pour situer. Donc je vais essayer de revenir parce que alors, nous les économistes, on est un peu à Anessa et on partage le goût des statistiques et des indicateurs. Donc c'est dans ce sens que je vais intervenir. Et je suis content parce qu'on ne s'est pas coordonné, mais on est assez raccord sur les différentes présentations. Donc, mon propos va être d'essayer de comprendre un petit peu de quoi on parle. Parce qu'en théorie des alliances, qui est un courant de pensée en économie de la défense, on s'intéresse beaucoup en fait à évaluer le partage du fardeau, hein, le discours récurrent. Mais en fait, on ne se pose pas toujours la question de ce qu'on veut faire d'une alliance parce qu'un indicateur n'a de sens que par rapport à une performance que l'on peut obtenir. Et donc ici, en fait, quantifier les choses, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on quantifie et à quelle signification on peut associer cela? Et en fait, c'est un débat qui est souvent occulté par cette complainte américaine sur le partage du fardeau qui est paradoxal parce que ce discours s'est renforcé. Et là, j'ai quelques données de l'OTAN qui permettent de l'illustrer. En fait, les Américains se plaignent beaucoup avec Trump du partage du fardeau, mais ils dépensent de moins en moins pour la défense. Donc, en fait, un fardeau devient insupportable s'il est de plus en plus grand, et non pas simplement parce qu'il y a un besoin de partager. Et ça suppose beaucoup de sous-entendus, en fait, par rapport à ça. Alors, il est vrai que on peut voir ici, hein, en termes de part du PIB, qu'on a un petit souci, c'est que, bien sûr, les Américains dépensent beaucoup, dans l'absolu, mais aussi en part relative de leur richesse nationale. Mais on voit quand même qu'il y a aussi des États qui ne jouent pas le jeu. Si on prend l'Espagne, par exemple, le seul pays qui s'est officiellement opposé aux objectifs de l'AE, ça pose question. Ce qu'on voit aussi, c'est que les alliés ne sont pas fiables au sens où ils prennent des engagements qui ne tiennent pas nécessairement. On a parlé des objectifs de l'AE, donc au sommet de l'AE de l'Alliance, on a fixé à 2035 de monter les dépenses militaires à 3,5% du PIB et avec 1,5% en plus, sur lequel je reviendrai. Mais en fait, cela fait écho à un engagement d'atteindre 2%. Qui a été atteint que très récemment par l'ensemble des États membres, qui avait été pris en 2014, juste après l'invasion de la Crimée par la Russie. Donc on voit ici qu'il y a un problème de crédibilité de l'engagement dans les alliances, qu'on voit très bien. Hein. Aussi, on a un effet de rattrapage, une accélération avec l'invasion de l'Ukraine, qui est indéniable. Alors de quoi parle-t-on? En fait, quel est le partage du fardeau? En fait, Donald Trump parlait de cotisation à l'OTAN. Alors, c'est un peu bizarre parce que déjà, moi, je trouve qu'il vaut mieux parler de l'Alliance Atlantique que de l'OTAN, puisque l'OTAN, c'est une organisation qui est le reflet d'une alliance. Et en fait, l'alliance, que l'on évalue en termes de performance, ce n'est pas l'organisation. Je reviendrai dessus. C'est un débat qui n'est pas nouveau.
en fait, depuis le général Eisenhower, il y a un débat très fort qui a été amplifié en fait par des baisses de dépenses militaires en fait américaines. Hein, le moment clé peut-être c'est 1974, l'amendement Jackson-Noon qui imposait en fait aux Européens de soutenir l'effort américain, mais à la sortie en fait de la guerre du Vietnam. Et en fait, on voit que c'est un peu un paradoxe. Hein, c'est pas parce qu'il y a une plus grande menace, c'est parce qu'il y a moins de ressources et qu'on cherche à faire supporter par d'autres dans l'alliance les besoins. Alors en fait. Ici, il y a un effet des dividendes de la paix hein, que l'on peut voir sur ce graphique. Hein. On a eu un énorme déficit de dépenses militaires pendant des années. L'IFO, qui est un institut de recherche en économie à Munich, est chiffré à 1600 milliards de dollars le déficit d'investissement par rapport au niveau théorique de 2%, ce qui est assez impressionnant. On voit bien la cuvette ici qu'on retrouve. Mais en fait... La question, c'est de se dire de quoi parle-t-on en termes de partage du fardeau. Parce qu'il est certain que les États-Unis dépensent énormément. Hein. Aujourd'hui, on a 1000 milliards, c'est quand même fabuleux. Mais en termes de partage du fardeau, en fait, quels sont les différents agrégats? Si on parle de l'OTAN, eh bien, paradoxalement, on pourrait dire à M. Trump qu'il n'y a pas un problème de partage du fardeau, puisqu'en fait, les règles sont claires. Comme à l'ONU, on a des règles de calcul, de financement de l'organisation. Et en fait, eh bien, les États-Unis ont 16% du financement, l'Allemagne 11%, la France 10%, et ainsi de suite. Mais en fait, cette organisation n'est qu'une petite partie de l'activité liée à l'Alliance. Hein, c'est pour ça que j'aime bien distinguer les deux. Et en fait, c'est 0,3% des dépenses militaires des pays membres de l'Alliance Atlantique. Donc en fait, ici, il y a un vrai partage du fardeau sur une chose qui est marginale dans l'effort de défense. La question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les dépenses collectives? Qu'est-ce que c'est qu'une dépense collective? Est-ce que c'est du pooling and sharing? Alors, je n'ai pas d'équivalent en français, désolé pour ça. Mais ou est-ce que c'est un niveau de capacité à contribuer à une défense collective? Et comment on la définit? Qu'est-ce que c'est qu'un bon allié? Est-ce que c'est un allié obéissant, hein, qui achète américain, par exemple, dans ses équipements, ou qui dépense assez? Ou est-ce que c'est un allié efficace? Et c'est un petit peu la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que c'est que le partage du fardeau? Mais doit être le fardeau? C'est un petit peu les deux temps de ma présentation. Alors ça, j'en ai déjà parlé. Hop. Donc ici, juste pour dire, une question qui peut se poser, c'est, on a une vision assez quantitative en fait du partage du fardeau. Et la littérature le souligne. On se dit, voilà, il y a une dépense globale pour une sécurité globale. Combien dépense-t-on? Mais la question de dépenser, le niveau d'effort est intéressant, mais la manière de dépenser est aussi intéressante. Et si je voulais l'illustrer par rapport à l'Allemagne, on voit ici que en dépenses d'équipement, l'Allemagne dépensait très peu. Hein, il faut garder en tête, par exemple, par rapport à la France, que l'Allemagne a un PIB à peu près 50% supérieur à la France. Et on voit aussi qu'elle dépensait beaucoup moins, les 2 tiers de ce que dépensait la France pendant très longtemps. Mais on voit un effet d'accélération. Mais est-ce que dépenser vite beaucoup est un vrai critère d'efficacité? Si on prend un indicateur d'input, on va se dire, ah, c'est super, l'Allemagne rattrape en fait les autres. Mais en fait, la question qu'on doit se poser, c'est l'output. Quel est le résultat que l'on va obtenir? C'est ça la vraie performance. Qu'on doit, en fait, on ne dépense pas pour dépenser, on dépense pour obtenir un résultat. Et donc ici, cette logique, elle n'est pas prédominante en fait dans la littérature en économie. Si on prend l'approche fondatrice de Olson et Zeckhauser, en fait, on ne parle que de fédéralisme fiscal. Comment peut-on partager un fardeau? Alors je pense qu'au Canada, ça parle, le fédéralisme fiscal, ou dans d'autres pays. Mais en fait, on voit bien ici que c'est une approche très quantitative avec très peu d'indicateurs, la part du PIB, les montants absolus, la part des dépenses d'équipement dans les dépenses militaires totales, ce qui pose la question des objectifs que l'on veut avoir, quel est le résultat qu'on veut obtenir. Mais surtout, une question qui n'est pas soulevée souvent, c'est la question de l'efficacité dans la durée en fait, de cet engagement dans l'alliance. Hein, comme je disais, si on dépense beaucoup, mais que demain on arrête aussi rapidement qu'on a augmenté les dépenses, est-ce qu'on est capable de soutenir un effort? Or, quand on regarde la dépense de défense ou la défense de sécurité internationale, elle ne s'inscrit pas simplement en réaction par rapport à une crise. Elle peut l'être, bien sûr, il faut se rééquiper en période de conflit ou de montée au conflit. Mais en fait, si on veut véritablement avoir une alliance efficace, il faut dissuader l'adversaire d'attaquer. Et donc ça suppose ici d'avoir une crédibilité qui soit inscrite dans la durée, d'un effort constant, un effort structuré, un effort qui est proportionné aux enjeux. Donc ici, la question qui se pose, c'est l'articulation entre les dépenses nationales et la sécurité collective, très clairement. Hop. Alors, non, c'est pas dans ce sens-là. Si, ouais. Voilà. Alors là, ce rattrapage, on le voit très bien, hein, c'était pour illustrer, mais c'était pas forcément très important. La question fondamentale qu'on peut se poser,
c'est la vision de des hypothèses d'origine, en fait, que de cette approche de la théorie des alliances. Si vous regardez les travaux de Hartley et Sandler, notamment leur article dans Journal of Economic Literature de 2001, en fait, on se rend compte que la théorie des alliances repose sur un fédéralisme fiscal qui est très contraignant. Les hypothèses reprises ici montrent qu'en fait, on produit un bien unique, avec une certaine homogénéité en fait, de la contribution des pays à cet objectif. Et avec une capacité à coordonner les efforts. Donc, on n'est pas du tout dans la logique ici d'avoir une efficacité aussi mécanique qu'on pourrait l'espérer. On a une sorte de fétichisme en fait des chiffres parce que justement, ça reflète cette représentation en fait que l'on a de la production collective, mais qui n'est pas toujours très pertinente. Ce qu'on voit ici, et on peut avoir des missions qui sont clairement, hein, la mission de police de l'air, par exemple, peut être clairement bien définie dans cette dimension-là, mais on se rend compte qu'il faut aller au-delà, parce que non seulement on a des idées qui sont hétérogènes, comme dans l'Union européenne, hein, c'est compliqué de penser la défense européenne quand on est la Bulgarie, contrairement à l'Allemagne, parce qu'on n'a pas les mêmes ressources, même pas les mêmes objectifs, et aussi, on a on n'a pas d'homogénéité de la fonction militaire. Il y a des tags critiques par rapport à des compétences qui sont nécessaires. Si on pense l'effort du point de vue américain, comme les Américains peuvent tous se payer à une échelle qui est largement au-dessus du seuil d'efficacité militaire, eh bien, ils veulent partager le fardeau. Mais imaginez un petit pays d'Europe où il y a 10 000 soldats, hein, par rapport aux pratiquement 2 millions aux États-Unis, et un budget qui est peut-être de 1 ou 2 milliards d'euros comparé à un budget de 850 milliards du côté américain, on ne peut pas avoir une vision complètement cohérente. Donc ici, ça ne marche pas. Et ensuite, parce que le temps passe. Donc on voit ici que l'effort collectif sur le partage des coûts communs, bah, ça peut marcher facilement. Mais en fait, la question, c'est de se dire comment je contribue en fait au résultat collectif plutôt que quels sont les moyens que je mets pour ce résultat. Et finalement, c'est ce que dit l'article 3 de la Charte de l'Atlantique Nord, qui fonde l'Alliance Atlantique. L'idée ici, c'est pas simplement de payer une cotisation. C'est bien de réorganiser. Et en fait, on peut se dire, Anessa l'a mentionné, on a des technologies d'agrégation de la fourniture publique, Cornell Sanders et d'autres ont beaucoup travaillé là-dessus. Et en fait, on se rend compte ici qu'on n'a pas forcément cette vision mécanique, un petit peu la somme, la sommation. En fait, c'est vraiment l'idée d'unicité de la production. Hein, donc on va donner une contribution pour une production collective. C'est vrai dans certains domaines, mais c'est pas vrai dans tous les domaines, et c'est pas forcément efficace de manière homothétique. Là, ce qu'on voit souvent, en fait, c'est que on va avoir des alliances où le moins 10 ans va l'emporter, le maillon faible. Ici, en termes de partage du fardeau, ben, c'est un problème parce que ça veut dire qu'on va sous-produire en fait la sécurité collective, donc qui pose un enjeu très très important. Et en fait, ce qu'on voit, c'est la critique américaine, c'est que c'est le meilleur tir, best shot, qui est souvent vu comme, ben, on est les plus gros, on fait le plus d'efforts, donc c'est nous qui déterminons la production de sécurité collective. Mais en fait, peut-être que la meilleure représentation que l'on pourrait avoir, c'est la somme pondérée, parce qu'en fait, elle reflète aussi l'hétérogénéité de la production de la défense. C'est pas un bien unique et homogène, c'est un bien composite qui s'appuie sur différents types de ressources. Et donc, en fait, peut-être qu'il faut repenser ces indicateurs par rapport à une spécialisation aussi interne en fait à l'alliance, plutôt qu'une vision simplement homothétique, comme je l'ai déjà dit précédemment. Alors, c'est renforcé aussi. Je vois, il me reste 3 minutes, donc je vais aller plus vite. Donc, le débat souvent est le débat sur le passager clandestin. Hein, en gros, il y a des coucous dans le nid. C'est les Européens et les Canadiens. Un gros coucou canadien. C'est la couleur qui peut. Mais en fait, on se rend compte que la défense pose aussi un défi, c'est la production jointe. Hein, dès le début de la réflexion sur les alliances, Von Hypersel de Streetou avait mentionné le fait qu'en fait, on ne dépend pas que pour l'alliance, on dépense pour d'autres actions. Hein, quand les Américains disent qu'ils contribuent à la défense européenne, la défense européenne est une part de leurs dépenses, mais elle contribue aussi à une vision plus globale que la simple défense de l'Europe. Et il y a des actions qui sont conduites complètement en dehors de la sécurité européenne, qui est le cadre de l'Alliance. Hein, tout ce qui se fait en Asie n'est pas forcément directement lié à la sécurité européenne. Donc on voit ici que c'est le cas pour d'autres pays. On peut penser à la Grèce. Bon élève en termes de statistiques, eh bien, la Grèce dépense beaucoup d'argent, non pas parce qu'elle va se battre contre les Russes ou les Chinois, mais contre les Turcs, qui sont eux-mêmes dans l'Alliance. Donc, on voit ici qu'il y a une vision compliquée. Donc, il faut revenir peut-être, et je vais aller rapidement, sur de nouveaux critères d'appréciation qui sont des critères de performance plutôt que des critères d'effort. Ici,
La question, c'est est-ce qu'on peut développer une efficacité collective? Alors, je mentionnais les îlots de coopération de Thomas Walacek, qui reflètent un peu ce que Maxime disait tout à l'heure sur les coopérations entre différents pays. Peut-être qu'il y a des efficacités qui existent à des niveaux sous-régionaux qui sont à prendre en compte. La question qu'on peut se poser, c'est comment assurer la déployabilité, parce qu'en fait, avoir des troupes inefficaces et des matériels qui ne sont pas utilisables, ça sert à rien. Hein. Donc ici, la question, c'est il y a eu des indicateurs qui avaient été développés par l'Agence européenne de défense, mais qui ont été abandonnés par la demande des États. On se demande pourquoi. Mais ici, la vraie question, c'est pas la vision purement factuelle. Hein, je vous rappelle que quand on a envahi l'Irak pour libérer le Koweït, on disait que c'était la 5e armée au monde qui s'est effondrée comme un château de cartes. Donc ça prouve bien que c'est pas si pertinent ces indicateurs. Donc quels sont les indicateurs de déployabilité? Et la question, in fine, c'est quels sont les indicateurs de crédibilité? Puisqu'en fait, l'objectif, c'est pas de faire la guerre nécessairement, c'est de prévenir la guerre, ou en tout cas d'être capable de contrer l'adversaire pour le contraindre à renoncer à ses plans. Et donc ici, la crédibilité, c'est de trouver des indicateurs d'efficacité. On peut le voir par exemple dans le maintien en condition opérationnelle, sur la compatibilité des moyens, hein, qui est un élément important de l'OTAN. Et pour finir très rapidement, il y a un problème aussi de dissuasion qui se pose sur la résilience, et donc il renvoie bien sûr à des questions de théorie des jeux, dans le sens où si la guerre devait avoir lieu, il faut pouvoir résister et contenir l'adversaire et le surmonter, mais ça suppose aussi d'aller au-delà de la vision traditionnelle de la défense, à savoir des moyens militaires, parce qu'en fait, il faut avoir des moyens qui sont des moyens, entre guillemets, civils, des moyens à la fois d'infrastructure, de résilience par rapport à le soutien des opérations en cours. Et donc, ça renvoie au 1,5% supplémentaire demandé à l'AE. Hein, à comment utiliser ces 1,5%? Est-ce qu'il faut faire un pont entre la Sicile et l'Italie ou pas, par exemple, pour les Italiens? Mais aussi la question de la mobilisation des ressources civiles, mais aussi, par exemple, l'industrie de défense est en soi un critère de dissuasion. Parce que si on a une industrie qui est capable de répondre face à une attrition des moyens, eh bien, on sait qu'on peut devenir dans la durée. Et c'est le cas aussi pour d'autres moyens. Donc on voit ici que repenser les critères est un élément important pour avoir une vraie capacité à comprendre les enjeux. Je vous remercie. Merci Renaud. Nous avons 20-22 minutes pour une période d'échange avec les gens du public et les gens qui sont en ligne. Si vous avez des questions à poser à nos intervenants, prière d'utiliser le micro qui est ici. Écoutez, vous me permettrez peut-être de débuter par une question d'ordre général. On mentionnait tout à l'heure, Jean-Baptiste mentionnait que le thème du partage et du transfert du fardeau, oui, est important, mais au vu des développements récents, on peut se demander si on n'est pas rendu à une phase ultérieure, une phase peut-être de rupture ou une phase qui manifestement suggère une dégradation profonde, je n'en sais rien, il faut faire attention, mais une dégradation de la relation transatlantique. Et donc, lorsqu'on prend en considération, et je pense que ces gens tout à l'heure qui faisaient référence à la stratégie de sécurité nationale de l'administration actuelle à Washington, une stratégie dans laquelle on écrit de manière plus ou moins claire, mais ce qu'on suggère essentiellement, c'est que c'est une administration qui devrait et qui se réserve le droit de mener des opérations subversives en Europe pour miner les partis centristes, pour encourager essentiellement les partis d'extrême droite. Dans un contexte aussi où cette administration critique, méprise ses partenaires européens et canadiens, ma question est la suivante. À partir de vos présentations et des conclusions que vous avez pu tirer, comment est-ce que le contexte actuel, en fait, comment est-ce que vos conclusions de recherche et vos études nous éclairent sur le contexte actuel? Alors, peut-être dans l'ordre, et puis vous n'êtes pas obligé de répondre non plus, mais si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, je serais très curieux de l'entendre, peut-être en commençant par Jean Combois. Comme je l'ai dit, j'ai fait un éclairement de l'Ouest, clair, c'est clair. Et ces pays d'Europe centrale de l'Est, c'est un vrai défi pour eux. Ils sont pris en porte-à-faux par rapport à ces deux Ouest différents qui émergent.
Ma position normative en fait, l'intérêt de ma recherche, c'est de mettre la lumière sur les réalités dans ces pays-là pour elles soient mieux comprises par les pays d'Europe occidentale. Il faut apprendre à parler un langage différent à ces pays-là. Hein, ça marche pas. Le langage franco-français ou franco-européen, ça ne fonctionne pas dans ces réalités. Et la seconde dimension normative que j'ai à cœur, c'est, en illustrant ces défis aussi, essayer de manière très très modeste, hein, bien sûr, parce que je peux être tout dans les cénacles, mais de convaincre ces pays qu'il y a des alternatives qui existent et que ils font une erreur, enfin, ils feraient une erreur s'ils s'inscrivent un peu trop dans cette dimension trumpienne. Par exemple, il y a eu un silence assourdissant de ces pays sur l'affaire de Groenland. Ils n'ont pas participé enfin, toute opération qui a été montée par l'Union européenne en Groenland. Quand Zelensky s'est fait quasiment insulter à je veux dire, la Maison Blanche il y a un an, il n'y a eu aucune réaction de ces pays-là de soutien. Donc, c'est quand même des lignes de fracture qui commencent à apparaître et qui sont des vrais défis pour ces pays-là. Et il y a vraiment, il faut qu'ils prennent position. Et malheureusement, certains d'entre eux, ce sera très intéressant, je finis par là, de voir la position des pays baltes, pour lesquels les enjeux sont encore plus dramatiques pour eux. Parce que les pays baltes comme l'Estonie, c'est des pays qui ont une logique de survie. Pour eux, il y a une dimension de survie, quoi. L'Union européenne n'est pas considérée comme un acteur crédible de la sécurité. Pour eux, c'est les États-Unis numéro un. Là, la Grande-Bretagne un peu en dessous, enfin même assez en dessous, et l'Union européenne, elle est vraiment très, 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 très en dessous. Hein. Euh, L'Allemagne, très intéressante à contribution au niveau efficacité. L'Allemagne n'a toujours pas réussi à former sa brigade autant en Lituanie, malgré une hausse exponentielle de ses dépenses de défense. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Oui. Professeur Kimball et Maxime Filaire. Ben, je suis assez complètement d'accord avec ce que vous avez dit, Jean. Il y a un besoin de convaincre les pays d'Europe centrale et orientale qu'il y a une alternative qui peut exister. La difficulté, c'est encore que cette alternative, pardon, soit crédible, parce que on peut prendre le cas de l'Ukraine. Il y a le discours des pays européens, de l'Union européenne, on peut aller jusqu'aux dirigeants de l'Union européenne, les discours, prendre exemple de français. Les discours sont énormément dans le soutien, dans l'accompagnement de l'Ukraine, mais quand il s'agit ensuite d'envoyer des capacités militaires concrètes pour aider les Ukrainiens sur le terrain, bah, cette réalité est pas là. Puis ça fait quand même pratique. On va arriver quasiment à 4 ans de conflit en Ukraine. Euh, les États européens ont fait des efforts, mais ils sont pas suffisants en termes de production, en termes de quantité. Et puis je pense que c'est aussi cette crainte qu'il y a parmi les pays d'Europe centrale et orientale que l'allié américain reste encore le seul acteur crédible aujourd'hui, même s'il est très, on va dire, difficile à supporter, mais ça reste le seul acteur crédible pour dissuader, notamment dans ce cas-là, la Russie, d'opérations contre ces pays-là. Et je voulais aussi revenir sur la rupture avec les Américains, euh, où je- c'est très compliqué la relation avec les Américains. On le voit sur le Groenland, on le voit sur l'Ukraine, on le voit avec le Conseil de la paix que Trump vient de proposer au sujet de Gaza. Mais les États-Unis ont aussi des choses à perdre en Europe, et notamment d'un point de vue purement militaire. Les Américains ont des bases en Europe, beaucoup d'installations militaires en Europe, qui leur servent aussi de pivot pour des déploiements, notamment dans les opérations au Moyen-Orient. Et on sait que le président Trump a beaucoup d'intérêt en ce moment à regarder l'Iran. Quand on regarde justement ce qui est très intéressant, quand on regarde par exemple sur les déplacements de troupes, dès qu'il y a du renforcement militaire américain au Moyen-Orient, ça passe toujours par l'Europe, ça passe par le Royaume-Uni, ça passe par l'Allemagne. Donc la rupture euh, entre les Américains et les Européens a quand même des limites qu'il faut pas négliger pour les intérêts américains propres. Mais c'est sûr que ça sera très très compliqué de continuer à travailler. Ça fait qu'un an que le président américain est déjà là et on a vu les dégâts que ça a pu faire.
On y va? Ouais, donc moi je pense qu'il faut il y a une dramatisation avec Donald Trump des relations, hein, ça c'est classique, mais pour tout, enfin je dirais c'est pas, ça change pas de ce qui se passe en politique intérieure américaine. Euh, mais il y a une incompréhension parfois aussi parce qu'ils ont l'impression qu'ils payent pour la sécurité européenne, ce qui est parfois vrai pour certains petits pays qui sont dans une forme plutôt de protectorat que d'alliance. En fait. Et c'est logique. Moi, je serais un Estonien face à la Russie, qui est un pays qui est 30 fois plus peuplé que moi. Je suis juste une zone de passage, donc j'ai besoin d'être protégé. Mais on sort de la logique de l'alliance, en fait. Donc ici, mais si on revient à la théorie des alliances, en fait, les Américains ont du mal à intégrer l'Alliance Atlantique. C'est pas très bien représenté au sein du Pentagone, hein, très clairement. On voit souvent que ça coûte de l'argent, mais en fait il faut prendre en compte que les États-Unis ont une vision globale. Et donc, en fait, ils ont besoin d'être dans une sécurité européenne. À la guerre, ne serait-ce que pour contingenter l'action de Vladimir Poutine dans la région. Et comme tu l'as dit, Maxime, en fait, c'est aussi un point d'appui. Les bases américaines, c'est pas juste faire plaisir aux Européens, c'est pas une protection des Européens, c'est des zones de projection, des moyens qui permettent de comprendre ce qui se passe. Avant très longtemps, la Turquie était un allié très proche des Américains parce qu'ils avaient des radars qui surveillaient tout ce qui se passait dans l'espace aérien en Russie. En cas d'attaque, c'était très important. Donc en fait, on est en une forme de base avancée et le fardeau de l'Europe pour les Américains, en fait, il est difficile à évaluer. Il y a des études de CSIS qui ont essayé de le faire. C'est pas si important que ça, c'est l'ordre de 15-20% du budget global des US. Mais dans une vision globale de la stratégie américaine, c'est proportionné. Ils dépensent deux fois plus pour l'Asie-Pacifique. Donc quelque part, c'est pas si coûteux. Et je dirais même, il faut voir la relation inversée. Si les Européens dépensaient encore moins pour la défense, ils seraient obligés de dépenser beaucoup plus. Donc quelque part, on pourrait pratiquement dire que les Européens subventionnent l'effort global des États-Unis en limitant leurs besoins d'investissement pour la sécurité européenne. Et le Canada. Merci. Y a-t-il des questions? Oui. Un peu de marche. On m'entend? Ouais. Euh, Juste pour rester là-dessus, justement, sur cette dimension, pardon, Alexandre Jubelin, donc le collimateur, sur cette dimension, parce que vous avez parlé d'indicateurs, Renaud, ta contribution a été très économique, mais je rappelle qu'il y a un autre facteur qui va arriver bientôt, qui devrait arriver bientôt, c'est la Force Posture Review des Américains, c'est-à-dire comment ils répartissent leurs troupes dans le monde et notamment en Europe. Et tout le monde sait que ça va baisser, personne ne sait de combien. Ce qui permet de donner une dimension peut-être un peu plus incarnée aussi à ce partage du fardeau, même si évidemment la police du ciel, il y a aussi une dimension très, très concrète et très matérielle. Mais on voit avec ta contribution, Renaud, que les indicateurs, ben, ça dépend lesquels on choisit, etc. Et puis ça implique de partager une sorte de rationalité économique avec l'administration de Trump, ce qui est évidemment assez difficile à faire en ce moment, de leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'un bon investissement, un mauvais investissement, et comprendre ce que eux, ils pensent de tout ça. Donc ma question, c'est peut-être pour, je sais pas qui aurait envie de réagir là-dessus, de rebondir là-dessus, mais disons sur cette dimension beaucoup plus, peut-être par exemple pour les pays du flanc oriental, c'est-à-dire s'ils comptent sur l'OTAN et sur les États-Unis pour dissuader la Russie, ça va leur faire bizarre quand il y aura plus personne, ou très très peu de monde. Et il va falloir faire de la génération de force, il va falloir avoir des forces terrestres à proposer. Alors le problème étant évidemment l'incertitude, puisque personne ne sait, c'est difficile de monter en puissance si on ne sait pas ce qui va baisser. Voilà, ma question c'est plutôt sur cette dimension très concrète, très matérielle, très incarnée de ce qu'est ce fardeau militaire avec des gros guillemets pour les États-Unis en Europe, et comment vous envisagez, disons, cette contrainte et la capacité des pays des alliés, mais en l'occurrence des pays européens, à répondre et à compenser un peu ce désengagement certain qui devrait arriver. Il faut mettre le micro sur. Ils ne peuvent pas compenser. L'annonce du retrait des 800 soldats américains en Roumanie, là, ils allaient arrêter leur rotation. C'est une nouvelle qui a été accueillie en Europe centrale et de l'Est avec panique générale, hein. Panique générale. On n'a pas les moyens pour compenser quoi que ce soit de la Bulgarie, un système anti-aérien qui date de l'époque communiste. Chez nous, chez les Belges, zéro char. Même si les chars maintenant, peut-être dans la guerre, les drones, c'est pas très pratique, mais enfin bon, Belgique, zéro char. Zéro.
c'est des dimensions. On ne se rend pas compte du retard qui est accumulé durant les années 80, 90, 2000. Ça, c'est un désert complet, quoi, hein. On est vraiment, on part du dessous de dessous. Moi, ce qui m'intéresse, je peux poser une question ou bien je dois peut-être. OK. Je vois mais oui. Si d'autres Mais participants je souhaitent répondre directement à la question. On est en état de compenser. En fait, je ne crois pas qu'il y a des. Je ne crois pas qu'on est en état. Objectivement, je ne crois pas qu'il y a de quoi compenser. Quelqu'un d'autre sur cette question? Ben, moi, j'ajouterais qu'une des défis avec le désengagement, le trait tranquille des Américaines sur le continent européen, c'est surtout au niveau de leur capacité qui font de ce qu'on dit force enabling. Fait que tout ce qui est le transport des troupes en masse, tout ce qui est le transport d'équipements en masse, puis ça fait en sorte que les alternatives, les substituts sont plus là ou sont très, très scarces, ils sont déjà déployés d'ailleurs, donc dès que les États-Unis, et c'est ça, quand on m'a posé la question lorsque Trump était élu, j'ai dit, là, ben, ce qu'on va voir, c'est le recentrement de l'équipement des États-Unis en Pologne. Parce que ça, c'est l'État dans lequel on voit que les États-Unis ont un engagement qui est assez ferme. Ils ont signé des accords informels de sécurité qui sont plus importants avec cet État comparativement aux autres qui ont été signés. Donc, s'il y a un État dans lequel les États-Unis préparent le terrain, c'est cet État-là. Puis, ce qui est important, c'est que cet État-là vient de glisser, de devenir une des 10 plus importants États au niveau d'équipement militaire dans l'OTAN, entrer dans les 10 premières qui financent l'OTAN. Et ils vont également entrer, remplacer la Suisse dans le G20 dans cette année, selon les prédictions. Donc ça, c'est un bouleversement de la mentalité européenne, de croire que la Suisse, là, qui était quand même assez ancrée historiquement, là, sera remplacée par la Pologne. Là, il va y avoir des gens qui sont un peu vont prendre ça difficile comme un grain de sel en Europe occidentale. Renaud? Merci. Je crois que les effets d'échelle que j'évoquais précédemment sont bien illustrés par ce que tu viens de dire. Il y a un moment donné, il y a des infrastructures qui sont pas forcément de la même logique que des petites structures d'armée dans beaucoup de pays. Et donc ici, en fait, pour beaucoup de pays, on s'est reposé sur les structures de l'OTAN, entre guillemets, qui sont des structures américaines. Parce qu'en fait, la taille de la défense américaine fait qu'ils ont des moyens qui sont disproportionnés. Et justement, ici, beaucoup de pays n'ont pas les moyens d'avoir des compétences équivalentes. Et donc, ça pose la question de la mobilité militaire, par exemple, qui est un grand sujet. Et c'est la raison pour laquelle l'Union européenne va financer en fait des projets en ce sens. C'est qu'en fait, on a une logique aussi, la mutualisation est nécessaire. Donc, en fait, on peut pas penser l'action militaire des pays européens qui sont fragmentés avec des tout petits pays. Malte, c'est quoi? C'est 500 000 habitants. Enfin, je veux dire, c'est un petit État américain. Hein. C'est comme si, je sais pas, le Wyoming décidait d'être tout seul dans la défense. Enfin, ça marcherait pas. Donc, on voit ici qu'il faut réintroduire cette notion d'échelle, d'hétérogénéité. Et après, une question de maturité aussi des acteurs, parce que souvent, on s'est reporté sur les moyens américains parce qu'ils existaient, et en supposant qu'ils seraient toujours disponibles. Et donc, on prend conscience. Et déjà sur Airlift, par exemple, on a fait des efforts entre Européens pour acheter des avions en commun, pour faire du transport stratégique et tactique. Mais en fait, on voit ici que d'une certaine manière, être un bon allié, c'est un allié qui est aussi s'investit à la mesure de l'effort collectif et pas simplement à suivre les États-Unis parce que c'est les plus gros. Donc cette hétérogénéité, il faut la repenser. C'est vraiment le fondement en fait de beaucoup de non-dits et d'impasses qu'on peut avoir. Mais ça suppose un réveil des acteurs, mais surtout, là, on en parlait avec Jean, on peut pas, en tant que Français ou Allemand, penser de la même manière que quand on est un petit pays en termes de moyens et de ressources humaines. Donc il faut réorganiser en fait cet effort au sein de l'Alliance dans une vision non pas politique où tous les États sont égaux, hein, Conseil Atlantique Nord, mais dans une logique vraiment de compréhension des dimensions opérationnelles et économiques. Merci. Jean, tu souhaitais poser une question tout à l'heure. Une question pour les opérations Nous t'écoutons. durant Baltique. Euh, j'ai pas très, j'ai intéressé aux facteurs politiques. Par exemple, il y a un pays comme la Belgique, je crois que j'ai mentionné, je crois qu'ils ont un avion. Enfin, c'est vraiment des participations qui sont minimales, marginales, mais qui sont politiquement significatives.
hein, qui sont pas là pour contribuer, parce que bon, c'est très bien, c'est pas ça qui va faire une différence massive, mais bon, il faut être là. Par exemple, les Belges ont envoyé un officier dans l'opération Groenland. Voilà, c'était une espèce de, c'est des messages politiques. C'est-à-dire, et je me demandais si vous intégrez ces dimensions politiques dans votre recherche, ou c'est plus. Ben oui, c'est sûr que ce qu'on a constaté, ben, de façon générale, là, on n'a pas dit dans la présentation, mais le police du ciel, c'est à peu près une douzaine, une seizaine des avions de combat. Donc déjà là, ça démontre, là, lorsque c'est deux, trois, là, c'est assez symbolique. Et donc, ça explique la raison pour laquelle European Sentry a été lancé, parce que c'est clair qu'une douzaine des avions est insuffisant pour cette région-là. Juste pour donner une comparaison, là, les pays nordiques, là, ils ont fait une version de NORAD Light dans la région, puis là, eux autres, ils ont décidé qu'ils ont besoin d'une flotte de 250 F-35. Alors, encore là, ça explique les priorités, mais c'est sûr que cette question-là de volonté politique, on essaie aussi de capturer ça, surtout dans le côté économique, monétaire. Donc, dans le travail, on parle beaucoup du fait que les États qui n'ont pas l'euro, parce que cette mission-là passe en euro. Donc, les États qui n'ont pas l'euro, ils vont avoir des disturbances qui sont en lien avec leur monnaie nationale. Donc, ce qui nous intéressait surtout dans la flanque Est, c'est que tous ces États-là, là, c'est juste la Bulgarie qui vient d'avoir l'euro. Mais les autres n'ont pas. Donc, eux autres, la décision passe par le fait qu'il dit, de temps en temps, là, ce qu'on observe, c'est que les chutes économiques vont produire une retraite des troupes de la mission, puis ils vont se fier vers les États de l'euro en plus. Mais ce que moi, je constate probablement la Suède va entrer, puis va entrer. Ça serait très intéressant à voir la Suède, sa participation, parce que c'est un État qui est hautement motivé. On a le temps pour une dernière question. Oui, je suis Justin Massy. Je poserai cette question. Je prendrai le privilège, d'abord pour m'excuser, pas juste d'être en retard ce matin à cause de la neige, mais du titre de ce panel, donc, que j'avais en tête, bien sûr, en anglais quand je l'ai proposé, Sharing to Burden Shifting. En français, c'est du partage au transfert. Je sais que ça se traduit moins bien, ces concepts, mais comme vous l'avez super bien expliqué, toutes et tous, aujourd'hui, ce matin, ça prend fondamentalement une volonté politique à la base pour expliquer cette variation, ce changement du partage vers le transfert. Et fondamentalement, ça prend une volonté politique d'opérer militairement sans les États-Unis. Alors, je crois qu'on peut être d'accord là-dessus. Ma question, elle est, quel est ce noyau de pays, à votre avis, qui partage cette volonté? Et donc, quelle est la probabilité de succès de passer du partage au transfert de fardeau? Pas tous en même temps, s'il vous plaît. C'est assez simple. Les pays d'Europe de l'Est et du Centre, il y a pas d'alternative. C'est inimaginable, inimaginable. Il n'y a pas la crédibilité des pays européens, comme on a été suggéré en matière de défense, elle est nulle. Il y a une dimension historique, il ne faut pas oublier non plus une dimension historique. Ces pays ont été lâchés, je veux dire, à maintes reprises. C'est pas une fois qu'on les a lâchés, on les a lâchés au moins 3 fois au XXe siècle. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions à ce niveau-là. Je crois que pour l'instant, c'est inimaginable. Ce serait un scénario catastrophe. Et franchement, c'est le saut dans l'inconnu le plus total pour ces pays-là. Donc, à mon avis, à mon avis, ces pays-là vont être utilisés par les États-Unis pour contrer ces velléités de défense européenne indépendante. Ce seront les chevaux de Troie idéaux pour saper toute dimension politique, hein, d'indépendance vis-à-vis des États-Unis, surtout dans le contexte d'un Trump qui n'est pas très, apparemment, ouvert aux critiques et aux objections. D'accord. Mais s'il y a volonté ailleurs, d'où viendrait cette volonté? Ou d'où vient cette volonté? Moi, d'après moi, ce que je vois avec ce qu'on moi j'ai vu dans les données sur la police du ciel, la CAIR a été constituée de l'Allemagne, un peu de la Belgique, un peu de la France, la Pologne qui est devenue de plus en plus importante tout au long de la mission, mais aussi l'Espagne. Donc, une des choses qu'on a vues très clairement, c'est le transfert vers l'Espagne du fardeau.
Puis les États comme le Danemark qui participaient moins, mais qui ont participé dans le flanc Est et maintenant en brigade. Donc, ce que ça me donne, c'est que faut examiner la totalité des opérations qui sont menées pour comprendre le partage de fardeau militaire. Parce que oui, on a dit le mot militaire, on n'a pas dit le mot dépense, là. Donc, ça, c'est une autre chose. Donc, distinguer entre le fardeau militaire opérationnel avec ce qu'on dit le fardeau là, économique de l'Alliance. Donc, ça, c'est deux autres choses, là. Et encore là, cette mission-là, c'est un exemple du transfert de fardeau qui est déjà là, qui est déjà observable. On voit que les États-Unis est très peu investis dans cette mission. Cette mission est sous-fournie, mais on constate que oui, on peut mener une mission, mais sous certaines contraintes qui sont vraiment importantes. Donc, c'est un exemple, mais c'est pas vraiment... C'est un cas critique selon nous, mais c'est un cas critique parce que ça démontre la fragilité de la coopération. Oui, Maxime, sur le leadership politique. Oui, je voudrais revenir aussi là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qu'on a aussi beaucoup parlé là, juste avant sur la question de la crédibilité des alliés. Je pense aussi qu'il y a une énorme difficulté à percevoir la sécurité en Europe sans les Américains. Et j'ai le sentiment que c'est vraiment, même si certains États ont essayé de vanter l'autonomie stratégique, les puissances d'équilibre, ont essayé de montrer que l'Europe pourrait, à elle toute seule, être capable de recréer ce qu'on a pu créer au sein de l'Alliance. Mais je pense que si on prend le cas mettons, de la France, qui a souvent un discours comme ça, mais autour, c'est pas certain. Et la crainte, c'est que si les Américains se retireraient, que ce soit chaotique, organisé ou quoi, la crainte, c'est que chacun cherche son compte d'une certaine façon. Puis on l'a vu sur la guerre en Ukraine, la réaction était tout de suite de se tourner vers les Américains pour aider les Ukrainiens, alors que c'était quand même pour certains à leurs frontières. Et j'ai l'impression que malgré tout ce qui se passe, que ce soit du côté de l'Ukraine, que ce soit du côté des menaces pour les États membres de l'OTAN vis-à-vis de la Russie, et en plus avec le Groenland maintenant, les Européens se retrouvent à devoir faire face à un nombre de crises graves qui se multiplient, et la difficulté de s'entendre est immense à l'Union européenne. On ne sait pas comment y faire, et on a des craquements, je dirais, dans l'arc européen, puisqu'on a des États qui, au-delà des élections, ont des leaders qui sont élus, qui ont soit des discours pro-russes, soit des discours anti-Union européenne, soit très critiques vis-à-vis de l'Union européenne. Et je pense que c'est un point de lien que je ferai avec le Canada aussi depuis l'année dernière, c'est qu'Européens et Canadiens se retrouvent aujourd'hui dans une situation où leur sécurité est vraiment mise en danger concrète, pas juste par un seul acteur qui était avant la Russie, mais maintenant il y a aussi les Américains qui les mettent d'une façon ou d'une autre en danger. Et ça a l'air d'être la paralysie. On prend ici au Canada, on attend encore la stratégie de financement de défense nationale de plan. On ne l'a toujours pas. On en avait parlé en début décembre qu'elle devait être publiée. Elle n'y est toujours pas. Et on a eu des discussions aussi avec le professeur Kimball. Par exemple, pour le Canada, on ne parle pas de l'Arctique du Canada et des regards que les Américains pourraient avoir si demain les Américains décidaient de se tourner vers les populations autochtones, puis de proposer des services que le gouvernement fédéral n'a pas mis. Le territoire canadien serait très contesté aussi par les Américains. Et je pense que Américains, Canadiens et Européens, on est vraiment dans cette situation aujourd'hui de tournant, rupture peut-être, mais de bah, tout ce qu'on a construit depuis 45 ou depuis 91 est en train de s'effriter, mais à vitesse plus rapide que ce qu'on aurait imaginé. Et honnêtement, je vois pas de bonnes perspectives pour l'instant. Il y aura peut-être des surprises, mais c'est à voir. Merci Maxime sur ces belles paroles. Merci pour vos présentations éclairantes et pour les réponses aux questions pas toujours faciles que vous nous avez données. Alors merci beaucoup aux panélistes.